Salut Alex! Salut Marie. Gros dossier aujourd'hui. Comment mieux gérer les émotions de tes enfants? Eh bien oui, j'avais envie de parler de ça parce que c'est très fréquent que mes clientes m'amènent ce sujet de voilà, ton enfant pleure, fait des crises, il crie ou il est inconsolable et toi tu te sens complètement dépassée, peut-être en colère, peut-être honteuse et tu te demandes mais pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi j'arrive pas à gérer? Donc ce que je vais te dire aujourd'hui va peut-être te surprendre, mais ton enfant n'est pas le problème. On entend souvent que les enfants sont le miroir de leurs parents. C'est quoi ça? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que l'enfant ne fait pas que vivre dans son environnement, il absorbe son environnement. Son système nerveux, est encore immature, il est encore perméable, un peu comme une éponge, tu vois? Et il capte tout. C'est-à-dire que la tension dans la pièce, il va la capter avant même qu'un mot soit prononcé. Le stress de maman, le matin ou l'anxiété de papa, le soir, enfin, peu importe, hein, c'est des exemples. Mais les enfants ne lisent pas nos mots, ils lisent nos corps, notre respiration, même notre tonus musculaire, tu vois? Et ils s'y ajustent, ils s'y calent. Donc quand un enfant est, chroniquement agité, anxieux, opposant, la première question à se poser, c'est pas: «Mais qu'est-ce qui ne va pas chez lui?» c'est: «Quel est le niveau de régulation émotionnelle de son environnement?» Dire que les débordements émotionnels des enfants viennent de leur environnement, ça met un peu mal à l'aise, tu crois pas? Non, mais il y a des parents qui se sentent responsables de tout. Mais oui, mais je comprends bien, hein, et je veux être claire, c'est pas du tout une invitation à la culpabilité, c'est une invitation à la lucidité. Parce que la culpabilité, ça paralyse, elle vient te dire: «Ah, c'est ta faute» et ça nous intéresse pas du tout. Par contre, la lucidité, elle libère. Elle dit: «Ah, mais tu as plus de pouvoir que tu ne le crois». Donc un enfant, il n'a pas besoin de parents parfaits. Il a besoin de parents qui reviennent à eux-mêmes, qui savent eux-mêmes se réguler, qui peuvent traverser leur propre tempête sans en faire porter le poids à leurs enfants. C'est ça le vrai cadeau qu'on peut leur faire. Tu parles de régulation émotionnelle. Est-ce qu'on peut vraiment transmettre sa régulation à son enfant? Oui, on peut transmettre sa régulation émotionnelle à son enfant. C'est même le mécanisme principal par lequel les enfants apprennent à se réguler eux-mêmes. Ça s'appelle la co-régulation. Le système nerveux de l'enfant, il n'est pas encore capable de se calmer seul. Il a besoin de s'appuyer sur le système nerveux d'un adulte régulé pour trouver son chemin vers le calme. Ça, c'est neurologique. C'est pas du tout métaphorique, hein. Donc, quand tu arrives à rester calme pendant la crise de ton enfant, alors ça ne veut pas dire froide, ça ne veut pas dire distante, c'est vraiment calme et présente. Le système nerveux, il vient se caler sur le tien. Donc, il se régule par toi. Et à l'inverse, si tu es toi-même en mode survie, stressé, submergé, tu n'as rien à lui transmettre. Les deux systèmes nerveux sont affolés dans la même pièce. Donc, tu imagines bien que ça amplifie énormément le problème. Ça ne l'apaise pas. Donc, d'où l'importance absolue que les parents travaillent sur leur propre régulation, pas pour eux seuls, mais aussi pour que leurs enfants puissent s'en servir comme encre. Alex, il y a quelque chose que tu dis souvent qui interpelle. Ce qui nous dérange chez nos enfants, c'est souvent ce qu'on ne sait pas gérer chez soi. Tu peux développer, tu peux expliquer ce que tu veux dire? Oui, c'est une des vérités un peu inconfortables, mais c'est super libérateur au niveau de ta parentalité. Quand la colère de ton enfant te met hors de toi, pose-toi la question: quel est ton rapport à ta propre colère? Est-ce qu'on t'a appris que c'était acceptable de se mettre en colère? Est-ce qu'on t'a dit que ça faisait de toi, quelqu'un de mauvais ou d'incontrôlable? Quand les larmes de ton enfant te rendent anxieuse, est-ce que tu as le droit, toi, de pleurer? Est-ce que tu sais, être avec ta propre tristesse? Hem, Quand son agitation t'épuise, est-ce que tu t'autorises toi-même à ne rien faire? Est-ce que tu t'autorises toi-même à ne pas être productive? Tu vois, c'est ça, c'est ce qui nous irrite le plus chez nos enfants, c'est souvent la partie de nous qu'on a le plus réprimée et l'enfant, lui, il ne réprime pas encore, il exprime et ça vient réveiller chez nous.
Donc avant de chercher à gérer les émotions de son enfant, il faudrait d'abord gérer les siennes. Et oui, exactement. C'est pas une posture théorique, c'est très concret. Tu ne peux pas apprendre à ton enfant à nager si toi tu te noies, tu vois? Tu peux pas, lui apprendre à traverser une émotion difficile si toi, dès que ça déborde, tu exploses ou tu te fermes. Et ça veut pas dire, être parfait, ça veut dire être conscient. Reconnaître quand tu es à bout, savoir te réguler avant d'intervenir, savoir, réparer après si tu as réagi d'une façon que tu regrettes. Les enfants n'ont pas besoin d'un parent qui se trompe jamais, parce que c'est pas possible. Ils ont besoin d'un parent qui sait revenir, qui sait dire, «Ah là, j'ai peut-être surréagi, je voudrais t'expliquer pourquoi». C'est ça qui construit, la sécurité, hein. Il y a une peur que j'entends souvent chez les parents, c'est si je valide toutes ces émotions, je vais en faire un enfant roi, il va tout se permettre. Et oui, moi je la comprends cette peur, hein, mais je vais te la démanteler, complètement. Valider une émotion ne veut pas dire accepter tous les comportements. Ce sont 2 choses qui sont totalement séparées et c'est la confusion entre les 2 qui crée soit des enfants qui explosent parce qu'ils n'ont jamais été entendus, soit des enfants à qui on n'a jamais posé de cadre. Je peux dire à mon enfant: «Je vois que tu es en colère parce que je t'ai dit non. Ta colère, elle est normale, mais non, tu ne peux pas jeter tes jouets», par exemple. Tu vois? L'émotion, elle est validée, mais le comportement, il est cadré. Les 2 peuvent complètement coexister. C'est pas si simple à faire dans l'instant de valider les émotions de ses enfants, non? Non, non, bah, oui, c'est vrai, c'est pas simple parce que ça demande que toi, tu sois suffisamment régulé pour ne pas prendre la crise comme une attaque personnelle. Parce que quand ton enfant crie: «Je te déteste, t'es une mauvaise mère», bah, si tu as pas travaillé sur ta propre blessure de rejet, tu vas réagir à ta blessure, pas à l'émotion de ton enfant. Tu vas te défendre, tu vas t'effondrer, et dans les 2 cas, l'enfant, il se retrouve seul avec sa tempête. Mais quand tu sais que cette phrase vient d'un enfant qui est débordé par ses émotions, mais qui n'a pas encore, de mots pour dire: «Voilà, je suis frustré, j'ai besoin d'aide, est-ce que, là, du coup, il y a pas de problème, tu peux rester. Tu peux tenir, le cadre et tu peux être la présence dont il a besoin. Et l'objectif à long terme, quand tu aides ton enfant à vivre ses émotions, à les traverser, c'est quoi en fait concrètement? C'est de lui donner, les outils pour être un adulte qui sait quoi faire avec ce qu'il ressent. Parce que les enfants qu'on éduque aujourd'hui vont devenir des adultes et donc les adultes qui n'ont jamais appris à accueillir leurs émotions, on les connaît. Ce sont ceux qui vont exploser en réunion. Ce sont ceux qui fuient, dès que ça devient un peu intime, tu vois? C'est ceux qui s'anesthésient pour ne pas ressentir, c'est ceux qui ne savent pas dire, ce dont ils ont besoin, qui savent pas dire non. On fabrique pas un enfant roi en validant ses émotions, hein. On fabrique un futur adulte capable de se connaître, capable de communiquer, et de prendre des décisions alignées. C'est exactement ce qu'on veut pour nos enfants. D'après tout ce que tu as vu, toi, quelles sont les émotions les plus difficiles à gérer pour les enfants? Et du coup, pour les parents qui les accompagnent? La colère, sans aucun doute, en premier, c'est l'émotion la plus visible, la plus bruyante, la plus dérangeante socialement et c'est celle qu'on réprime le plus vite par un: «Arrête de crier, va dans ta chambre, c'est bon, calme-toi». C'est comme ça qu'on réagit la plupart du temps. Sauf que la colère chez un enfant, c'est souvent de la frustration, de l'impuissance, une limite qui a été franchie et qui ne sait pas encore, mettre en mots. Donc si on la coupe systématiquement, il apprend que sa colère est inacceptable et il va soit l'enfouir, soit ça ressortira plus tard autrement, soit il va exprimer, sa frustration de façon, encore plus intense pour être enfin entendu. Après, la tristesse, beaucoup de parents sont très mal à l'aise face aux larmes de leurs enfants. Alors on cherche à réparer vite, tu vois? «Ah c'est pas grave, tiens regarde, je vais te donner autre chose». Donc on minimise, on distrait,
Sauf que l'enfant retient le message, mes larmes dérangent. Mieux vaut ne pas les montrer. Et enfin, tu as la peur, qui est particulièrement difficile parce qu'elle touche à notre instinct de protection. On veut tellement que notre enfant n'ait pas peur qu'on invalide sa peur sans le vouloir. Il n'y a rien à craindre. Ah, mais c'est ridicule d'avoir peur de ça. Et l'enfant, il se retrouve avec sa peur et la honte d'avoir eu peur. Ça ne marche pas. Comment on répond aux émotions de son enfant sans les amplifier ni les étouffer? C'est délicat, ça. Avec 3 choses. Nommer, accueillir, accompagner. Nommer, c'est je vois que tu es très en colère en ce moment. Pas arrête. C'est pas pareil. C'est mettre des mots sur ce qu'il vit. Ça, seul, ça régule déjà son système nerveux parce que l'enfant se sent vu. Et se sentir vu, c'est se sentir moins seul dans sa tempête. Accueillir, c'est rester présent sans essayer de réparer immédiatement. C'est tenir l'espace, tenir le cadre, c'est je suis là, tu peux ressentir. C'est difficile pour les parents parce qu'on veut tout résoudre. Mais parfois, l'enfant, il n'a pas besoin d'une solution, il a besoin d'une présence. Et 3, accompagner, c'est-à-dire qu'une fois que la vague est passée, et elle passe, on peut parler. Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé pour toi? Comment tu te sens maintenant? Et c'est là qu'on enseigne, c'est à ce moment-là qu'on enseigne, c'est pas en plein milieu de la crise. Tu parles souvent d'apprendre aux enfants à ressentir ce qui se passe dans leur corps. C'est quoi l'idée derrière ça? L'idée, c'est de leur donner une boussole intérieure très tôt, le plus tôt possible. Parce que les émotions, avant d'être des mots, ce sont des sensations physiques. La peur, c'est le ventre qui se serre. La colère, c'est de la chaleur dans le visage ou dans la poitrine. Les poings qui se ferment. Je sais pas moi, la tristesse, c'est la gorge qui se noue. La joie, c'est de la légèreté, c'est de l'envie de bouger. Si l'enfant apprend à identifier ses sensations, tu vois, ah mais là je sens que ça chauffe dans mon ventre, mais ça veut dire que je commence à être en colère. Voilà. L'enfant sait le faire, hein. Il a un signal d'alarme précoce qu'il repère, qu'il apprend à repérer, et il peut agir avant de déborder, avant que la vague soit trop haute. Et ça, c'est une compétence qu'il gardera toute sa vie. C'est la base de l'intelligence émotionnelle. Ce ne sont pas les mots, ce sont les sensations. Comment on fait concrètement? Il y a quelques outils très simples, adaptés en fonction de l'âge. Tu as par exemple le thermomètre des émotions. C'est d'essayer de dire à ton enfant, voilà, sur une échelle de 1 à 10, tu es à combien là dans ton émotion? Les enfants, ils aiment bien ça en plus. Ça les aide à quantifier quelque chose qui est invisible. Ça t'aide toi à calibrer ta réponse aussi. Après, tu as la météo intérieure avec les plus petits, ça marche assez bien. Aujourd'hui, dans ton ventre, là, c'est plutôt soleil, nuages, orage. C'est simple, c'est imagé, c'est accessible dès 3-4 ans. Ça normalise le fait d'avoir des états intérieurs différents. L'orage, il n'est pas connoté comme mauvais, tu vois. Ça passe un orage. Tu peux rendre ça ludique avec des outils, des images que vous dessinez ensemble, par exemple, qu'ils puissent co-construire les outils avec lesquels il va travailler après. Et après, le scan corporel du soir, ça, quel que soit l'âge, c'est formidable, quoi. Au moment du coucher, tu prends 1 minute, ou plus si ça te plaît, et si l'enfant aime ça, mais c'est fermer les yeux. Premièrement, c'est l'amener à ressentir les différentes parties de son corps. Puis, ah, mais où est-ce que tu sens quelque chose dans ton corps ce soir? C'est quoi? Il n'y a pas besoin de réponse correcte. L'important, c'est le geste, que son intention et que son attention se tournent vers l'intérieur. C'est remarquer, et c'est comme ça qu'on entraîne ça. Et toi, tu peux le faire avec ton enfant aussi, parce que du coup, tu le feras aussi pour toi. C'est une pratique commune et ça peut être aussi un moment de connexion super sympa à partager. Pour finir, si une maman se reconnaît dans tout ce que tu viens de dire, par où elle commence? Par elle-même, toujours. Je sais que ça peut sembler contre-intuitif, on pense aux enfants en premier, mais si tu veux leur transmettre quelque chose de solide, tu dois d'abord le construire en toi.
commence par observer tes propres réactions. Pas pour te juger, encore une fois, hein, mais pour te connaître. Quand est-ce que toi, tu perds pied? Quelle émotion de ton enfant, te dépasse le plus? Qu'est-ce que ça vient dire de toi? Ensuite, commence à nommer tes émotions à voix haute devant eux. Là, maman est fatiguée, je suis un peu irritable, ça n'est pas contre toi. Parce que ça arrive en fait, ça arrive à tout le monde. Mais ça leur enseigne plus que n'importe quel discours. Ça leur montre qu'un adulte a des émotions, qu'on peut les nommer et qu'on ne s'en excuse pas forcément. Et enfin, sois patiente, avec toi-même. On répare des choses qui ont parfois des dizaines d'années. On change pas ça en une semaine. Mais chaque, moment de présence, chaque fois que tu restes au lieu de fuir, chaque fois que tu valides avant de corriger, ça va compter vraiment, ça s'accumule et ça construit, quelque chose, d'extraordinaire en plus entre toi et ton enfant. Donc tes enfants n'ont pas besoin que tu sois parfaite. Tes enfants ont besoin de te voir traverser tes émotions, traverser ta colère, ta tristesse, ta peur et ils ont besoin de te voir revenir parce que c'est exactement ça que tu veux leur apprendre, en fait, au final.